Comment protéger son conjoint et ses enfants dans une famille recomposée? Vous vous posez des questions sur votre patrimoine? Comment le constituer, le faire croître, le gérer ou le transmettre? Le particulier et ses experts vous écoutent et vous conseillent en toute indépendance. Votre patrimoine à la loupe, un podcast imaginé par Le Particulier. Je suis Pauline Janico, journaliste au Particulier. Aujourd'hui, nous allons parler de Claire et Hervé. La cinquantaine tous les deux, ils vivent en région parisienne. Hervé travaille dans une banque, Claire est fonctionnaire. Ils partagent une passion commune pour le vélo et sillonnent régulièrement la France. Leur prochain défi, faire le tour de la Belgique ou des Pays-Bas. Ensemble, ils ont une fille, Alice, qui fête ses 15 ans. Hervé a aussi un fils, Mathias, 24 ans, né d'une précédente union. Claire et Hervé sont mariés en séparation de biens et ont acheté ensemble leur résidence principale. Même s'ils sont encore jeunes, ils réfléchissent à leur avenir et à la transmission de leur patrimoine. Ils souhaitent se protéger l'un l'autre, bien sûr, mais Hervé veut aussi assurer l'égalité entre ses deux enfants qui sont proches, malgré leurs différences d'âge. Alors comment protéger son nouveau conjoint sans désavantager ses enfants? Quels sont les conseils pour éviter des tensions qui peuvent survenir après un décès? Pour répondre à ces questions, j'ai fait appel à Lucille Naples, notaire à Paris. Bonjour Lucille Naples. Bonjour Pauline. Claire et Hervé ont la cinquantaine, mais ils se questionnent déjà sur leur protection mutuelle et celle de leurs enfants. Est-ce que c'est un peu tôt et est-ce que c'est une bonne chose? Alors c'est une bonne chose. Il n'y a pas d'âge, à mon sens, pour se poser ce genre de questions de manière générale et en particulier quand on est en famille recomposée. Alors peut-être pour rappeler que la famille recomposée, c'est un couple qui a des enfants nés d'une précédente union, des enfants communs, mais aussi des enfants d'une précédente union. Et il faut savoir que ce sont des situations qui peuvent amener à des conflits. Parfois, c'est un peu compliqué d'accepter dans sa vie une belle-mère ou un beau-père, ou même à l'inverse, accepter ses beaux-enfants. C'est pas évident et du coup, c'est bien d'anticiper, d'autant que la loi, d'un point de vue successoral, prévoit un cadre très spécifique pour ces familles recomposées qui peuvent aboutir à des situations inconfortables. Je pense qu'on va en parler. Et donc, anticiper, ça permet de rechercher un équilibre et de protéger les intérêts de chacun. D'accord. Donc, c'est une bonne chose, oui. Donc, c'est une bonne chose. Donc, Claire et Hervé, ils se sont mariés. Est-ce que c'est suffisant pour se protéger l'un l'autre? Alors, suffisant, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est déjà une bonne protection, puisque quand vous êtes marié, vous avez un vrai statut. Oui. Alors, déjà, de manière très avantageuse fiscalement parlant, quand vous êtes marié, vous n'avez pas de droit de succession. Oui. Donc ça, c'est très avantageux. C'est déjà avantageux. Mais d'un point de vue juridique, vous avez tout un tas de protections. Alors, je pense notamment à la retraite, par exemple. La pension de réversion. Voilà, quand vous êtes marié, vous avez le droit de bénéficier, alors sous certaines conditions bien sûr, mais d'une partie de la retraite de votre conjoint décédé. En général, c'est à peu près la moitié. Vous avez aussi des droits au logement d'un point de vue successoral. Donc, le logement, c'est le logement de la famille, dans lequel le couple habite. Oui. Ce droit au logement, il est temporaire. Il est gratuit temporairement, c'est-à-dire que pendant 1 an, le conjoint survivant peut occuper le bien gratuitement et sans condition. Et puis ce droit, on peut l'étendre à la vie durant du conjoint. Par contre, si c'est ce droit viager, pour le coup, c'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'on va regarder les droits du conjoint dans la succession, et puis si ces droits ne sont pas suffisants, il aura peut-être une somme d'argent à verser aux héritiers. D'accord, mais là, ces droits-là, et ça le protège. Ça le protège, voilà. Le couple est marié en séparation de biens. Est-ce que c'est un régime adapté dans leur cas? Alors, c'est un régime en tout cas qui est souvent plébiscité pour les couples remariés ou familles recomposées. Le régime de la séparation de biens, il faut peut-être rappeler un petit peu ses caractéristiques. En fait, il n'y a pas de mélange de patrimoine. Il y a le patrimoine de chacun des conjoints qui est clairement identifié. Peut-être ils pourront acheter ensemble sous un régime d'indivision, mais le principe, c'est que on a une indépendance des patrimoines. Du coup, chacun des époux fait ce qu'il souhaite sur les biens qui lui appartiennent. C'est protecteur, en fait, dans le cadre de familles recomposées, parce que souvent, il y a une appréhension, un risque particulier par rapport au divorce quand la personne s'est déjà mariée une première fois. On se dit, si je redivorce, je vais garder les biens. Et puis, quand il y a des enfants nés d'une précédente union, c'est bien aussi d'identifier les choses parce que ça permet de flécher les biens qui ont vocation à revenir à ses enfants, en fait. Ça permet plus de clarté. Ça permet plus de clarté. Claire et Hervé envisagent de faire une donation au dernier vivant. Est-ce que c'est risqué? Alors, ça va dépendre des objectifs de Claire et Hervé. La donation entre époux, pour le coup, elle augmente significativement les droits du conjoint.
Peut-être qu'il faut comparer avec la loi, ce que prévoit la loi si on ne fait pas cette donation entre époux. Donc, la loi prévoit que Claire, si Hervé décède, elle a le droit à un quart du patrimoine de Hervé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Hervé a un enfant né d'une précédente union, Mathias. Ça, c'est la loi qui Ça, le c'est dit. la loi. D'accord. La donation entre époux, elle va permettre d'étendre significativement ses droits, puisqu'elle permet 3 possibilités. La première, c'est ce qu'on appelle la quotité disponible. Alors, la quotité disponible, c'est la partie dont Hervé peut disposer librement. Et ça, c'est fonction du nombre d'enfants qu'on laisse dans sa succession. Donc, Hervé ayant 2 enfants, la quotité disponible, elle est d'1 tiers. Donc, on passe déjà d'1 quart à 1 tiers. Une autre option, c'est de prendre 1 quart en pleine propriété du patrimoine et 3 quarts en usufruit. Et la dernière option, c'est l'entièreté du patrimoine en usufruit. Rappelez-nous ce que c'est que l'usufruit. Alors, l'usufruit, c'est le droit de jouir du bien. C'est le droit de consommer le bien ou c'est le droit d'occuper le bien quand on parle d'un bien immobilier, de percevoir les revenus. C'est vraiment un droit de jouissance. Alors, si on revient au cas de Hervé et Claire. Hervé souhaite certes protéger Claire, mais il ne souhaite pas désavantager ses enfants, et notamment Mathias. Il faut savoir que Mathias n'est pas héritier de Claire. Donc, tout le patrimoine qui va aller en pleine propriété chez Claire va échapper à Mathias. Ouais, et ça, c'est pas une bonne solution. Du coup, c'est pas une bonne solution puisqu'il recherche un équilibre, il recherche vraiment une équité. Donc D'accord. ça, c'est pas terrible. Et puis quand on regarde l'usufruit, il y a aussi des inconvénients pour le coup parce que Claire, elle va récupérer l'usufruit, admettons, elle opte pour 100% du patrimoine en usufruit. Du coup, Mathias, il va devoir attendre le décès de Claire pour bénéficier de ce patrimoine. Alors certes, il l'aura à terme. Mais sur les liquidités, c'est plus subtil parce que, en fait, Claire, en tant qu'usufruitière, sur les liquidités, elle a le droit de les consommer. Elle peut tout utiliser et il reviendra. Et potentiellement, s'il n'y a plus rien dans sa succession, Mathias, il aura rien, en fait. Donc, si je comprends bien, cette solution-là, elle n'est pas forcément recommandée. Est-ce qu'il y en a une autre, par exemple, rédiger un testament ? Le testament, pour le coup, permet vraiment de faire du sur-mesure. On va pouvoir flécher les biens qui ont vocation à revenir à Claire, par exemple. Et l'idée étant que tout ce qui n'est pas légué à Claire reviendra aux enfants et donc directement à Alice et Mathias. Donc ça, c'est pas mal, ce sur-mesure. Ça permet beaucoup de souplesse. Typiquement, Hervé et Claire ont un bien, le logement de la famille, tous les deux en indivision. On pourrait tout à fait envisager de léguer à minima l'usufruit du bien à Claire pour la protéger. Et puis, dans l'absolu, si Hervé souhaitait léguer la pleine propriété à Claire sur la maison, par exemple, donc, tout le bien, le bien, là aussi, on a une solution que permet le testament, c'est d'insérer ce qu'on appelle une clause résiduelle ou graduelle. Qu'est-ce que c'est ? Alors, cette clause résiduelle ou graduelle, ça permet en fait de désigner 2 bénéficiaires. En 2 temps, c'est ça ? En 2 temps. En premier lieu, Claire va hériter du bien, et puis ce qu'on va lui dire, c'est qu'à son décès, le bien, il va aller à Mathias et Alice. Comme ça, on flèche, mais on assure la protection de Claire et l'égalité entre les enfants. Libéralité graduelle, à ce moment-là, Claire n'a pas le droit de vendre le bien, ce qui souvent est quelque chose d'utilisé pour les familles recomposées. Résiduelle, elle a le droit de vendre, et à ce moment-là, si elle vend, il n'y a pas il y a plus de bien pour les enfants. Bon, il y a ces 2 possibilités, mais la première est recommandée. D'accord. Fiscalement parlant, c'est super avantageux parce qu'en fait, les enfants sont réputés hériter du premier propriétaire, donc Hervé, et donc on a la fiscalité en ligne directe entre Hervé et Mathias. On évite la fiscalité à 60% entre Claire et Mathias. Donc ça, c'est une solution très avantageuse. Oui. Comment assurer l'égalité entre leur fille Alice, qui est leur fille commune, et Mathias ? Alors, ici encore, c'est pas évident parce que pour le coup, tous les biens qui vont passer chez Claire en pleine propriété n'ont pas vocation à revenir à Mathias. Puisque c'est pas son fils, rappelons-le. Voilà, ouais. C'est pas son fils, donc il n'est pas héritier. Une des solutions serait de nommer Mathias héritier de Claire, de façon à ce qu'il hérite d'une partie de son patrimoine. Alors, la seule chose, c'est que juridiquement parlant, on peut pas faire ce qu'on veut. Comme on le disait tout à l'heure, on est forcément limité à la quotité disponible. Donc Claire, elle a une fille, donc elle pourrait disposer de la moitié de son patrimoine pour Mathias, qui arriverait à une égalité. Pourquoi pas ? Sauf qu'il faut partager avec l'État 60% de droits de succession. Donc c'est un petit peu compliqué. Une solution qui pour le coup serait très avantageuse, c'est l'adoption.
Alors, l'adoption par Claire de Mathias, c'est une adoption simple, pas plénière. Donc, Mathias conserverait ses liens avec sa mère biologique. Ça, là-dessus, il n'y a pas de sujet. En revanche, on crée une filiation entre Claire et Mathias, ce qui fait que juridiquement parlant, il aurait les mêmes droits qu'Alice. Et fiscalement parlant, il bénéficierait aussi de la fiscalité entre parents et enfants. Donc, on n'aurait plus 60%, mais l'abattement de 100 000 € et les droits de donation. Donc ça, tous ces sujets sont très complexes, on le voit. Est-ce que discuter en amont entre eux, c'est fortement recommandé? Oui. J'imagine que oui. Bah oui, du coup, je pense que là, pour le coup, c'est assez clair. Discuter, ça permet alors déjà, anticiper, ça permet d'aboutir à une solution. Et cette solution, à mon sens, elle doit être présentée à tous les intéressés. C'est important de protéger Claire, bien sûr, mais c'est important aussi d'informer Mathias pour qu'il ne découvre pas les choses dans la succession. Je trouve qu'il n'y a rien de plus violent que, suite au décès d'un parent, d'entendre et découvrir un testament. Il faut l'expliquer. Et les choses se passeront beaucoup plus simplement dans ces cas-là. Voilà. Merci beaucoup, Lucille Naples, pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes notaire à Paris, dans le groupe Monacier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver votre patrimoine à la loupe sur Figaro Radio et toutes les plateformes de podcast.